La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Fabrice sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Fabrice et quel âge avez-vous? J'ai 46 ans et je vous appelle de Vannes. D'accord. Je suis à quelques centaines de mètres du golfe du Morbihan. Quelle chance. Quelle chance d'être à proximité de l'océan. C'est toujours quelque chose qui me... Voilà, que je regretterais toute ma vie de ne pas avoir été trop près de la mer, en fait. Mais bon, rien n'est jamais perdu. Mais voilà, c'est une chance. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait, Fabrice, que lorsqu'on habite près de l'océan, on a tout de suite l'esprit plus ouvert et que finalement les gens qui habitent près des mers ont cette fibre du voyage, de l'aventure déjà, plus que les autres? Oui, je suis complètement d'accord avec vous, Olivier, et je dirais que c'est d'autant plus vrai des Bretons que nous sommes à l'ouest, et donc nous avons tous les soirs, quand le temps le permet, un magnifique coucher de soleil. Oui. Et le coucher de soleil à l'ouest, quand on a le temps de se promener sur une côte sauvage, par exemple, je trouve que c'est une magnifique invitation au voyage. On voit le soleil disparaître derrière la ligne d'horizon, et ça donne vraiment envie de partir en mer, de partir parcourir les océans. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Mais du coup, je partage avec vous cette ouverture d'esprit des gens de mer, ou des gens, en tout cas, qui habitent au bord de la mer, au bord de l'océan. Alors, vous parcourez les mers, hein, nous allons l'évoquer ensemble, Fabrice. Vous parcourez les mers d'un point de vue professionnel ou tout cela n'est qu'une passion, un hobby? C'est un petit peu les deux, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai fait de la voile depuis que je suis enfant. J'ai découvert la régate à l'adolescence et puis j'ai eu un parcours assez classique de terrien. J'ai fait des études, je suis devenu journaliste. J'ai vécu à Paris comme vous. J'ai pris le métro tous les matins et je faisais de la voile à l'époque. J'étais amateur. Je prenais le TGV toutes les semaines pour aller naviguer. J'ai eu la chance de participer à des grandes courses, la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, donc des traversées de l'Atlantique. Et il y a maintenant un petit peu, quasiment 10 ans, en fait, j'ai quitté le métier du journalisme pour devenir marin professionnel et me lancer sur la grande aventure du Vendée Globe, le tour du monde en solitaire. Donc finalement, ma passion est devenue mon métier. Voilà, et ça reste malgré tout ma passion. D'accord, c'est une vraie passion, une passion qui a failli vous coûter très cher. Hein, vous allez nous en parler parce que bien évidemment la mer. Bon, je surfe moi, vous voyez, et j'ai toujours en tête quand je surfe que la mer est un élément sauvage, en tout cas quelque chose de très dense, de très fort, et il faut toujours faire attention à la mer. Vous avez des craintes quand vous êtes en mer, vous? Jusqu'au naufrage que j'ai vécu il y a 2 ans, j'avais pas trop de crainte. J'ai toujours eu l'impression que l'océan, la mer avait quelque chose d'un peu matriciel, qu'elle m'enveloppait, qu'elle me protégeait. Et donc quand je partais en mer, bien sûr, je faisais toujours très attention. J'ai vécu des tempêtes, des situations dangereuses, mais je me suis jamais vraiment senti en danger. J'ai peut-être vécu dans une forme d'insouciance aussi, mais j'étais porté par cet amour de l'océan. J'ai traversé l'Atlantique à maintes reprises. J'ai fait le Vendée Globe en 2016. J'ai terminé un tour du monde. J'ai mis 103 jours pour faire le tour du tour du monde par l'océan, donc un très long parcours. Et même s'il y a eu des moments très très difficiles, j'ai jamais senti l'océan comme étant menaçant. Et d'ailleurs, on va en parler quand j'ai vécu mon naufrage. De la même manière, l'océan, je l'ai pas senti comme étant menaçant, il m'a plutôt accueilli et protégé. Donc j'ai un rapport assez apaisé aux éléments, et c'est sans doute pour cette raison que d'ailleurs, malgré un naufrage, je continue à aimer l'océan et à le parcourir. La voile, c'est une histoire de famille, hein, je crois, chez vous, Fabrice. Oui, ouais, tout à fait. En fait, mon grand-père faisait de la voile. Il a été chasseur alpin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a eu un accident de montagne un peu après la Deuxième Guerre mondiale, et donc il s'est dit que c'était dangereux de faire de la montagne, et il a découvert la voile, passion qu'il a transmise à mon père et que mon père m'a transmise à son tour. Et donc voilà, c'est une affaire de famille. J'ai 3 filles. Pour l'instant, aucune ne reprend le flambeau, mais c'est pas un sujet pour moi. On vit au bord de l'eau, chacune a ses passions. J'ai ma fille aînée qui fait du surf. C'est comme vous d'ailleurs, c'est formidable. Il y a beaucoup de vagues chez vous. Il y a de très belles vagues dans votre coin. Il y a des très belles vagues du côté de la presqu'île de Quiberon. Oui, de la presqu'île. Je ne sais pas si vous avez déjà surfé là-bas. Non, je n'ai pas eu l'occasion d'aller là-bas. Il faut venir, c'est un très très bel endroit, la côte sauvage de Quiberon. Pour les surfeurs, c'est magnifique. Et puis il y a aussi de très très beaux paysages pour les promeneurs et les amoureux de l'océan, tout simplement. Alors, Laurent, vous avez commencé donc à faire de la voile à quel âge en fait? J'ai commencé à faire de la voile à l'âge de 3 ans avec mon papa et ma famille en baie de Quiberon, donc les îles de Watt et Dic pour ceux qui connaissent, la Trinité-sur-Mer, toute cette zone-là.
Et à l'époque, on avait un petit bateau, donc moi je suis né en 78, donc on est au début des années 80, on a un petit bateau de 6 mètres. Et sur ce bateau de 6 mètres, on y vit en fait l'été. On n'a pas de maison de vacances. Et on parcourt comme ça l'océan. Alors c'est des petites étapes quotidiennes du cabotage, mais ça a nourri chez moi cet amour de l'océan, aimer passer du temps sur l'eau, aimer vivre sur un bateau, aimer vivre au rythme de l'océan. Et ça a nourri ce grand amour de l'océan jusqu'à aujourd'hui et jusqu'aux aventures que je peux vivre aujourd'hui en tant qu'adulte. Alors vous avez failli perdre la vie lors d'un naufrage sur la route du Rhum. Comment d'abord, avant d'aborder cette épreuve que vous avez traversée, comment est-ce que vous arrivez au fait de naviguer comme ça en solitaire et puis dans une course qui est quand même renommée. Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer François Gabard qui a accepté de tourner pendant Les Yeux d'Olivier et j'ai pu découvrir combien avant de partir faire ces courses fantastiques, c'était le parcours du combattant pour vous navigateurs, pour trouver l'argent, pour pouvoir financer cette course. Comment vous êtes arrivé à tout ça ? Alors, je vais pas vous raconter dans le détail parce que ce serait très long. Oui, bien sûr. Dans les grandes lignes, je dirais que c'est à la fois ma passion, qui m'a donné une énergie énorme pour travailler et pour atteindre ses objectifs, chercher des partenaires, parce que il faut des sponsors pour faire de la voile, c'est un sport qui coûte cher. Et puis des rencontres clés dans la vie. Quand on se retourne en général et qu'on regarde le chemin qu'on a parcouru, il y a souvent des rencontres clés. Et moi, j'ai eu la chance de faire des rencontres clés, plusieurs rencontres au Figaro, quand j'étais journaliste au Figaro, des personnes qui m'ont soutenu dans mon envie de faire de la voile et de me lancer pour faire la solitaire du Figaro, alors que j'étais journaliste au Figaro. C'était un clin d'œil sympa. Oui. Et puis ensuite, un chef d'entreprise qui m'a fait confiance en 2010 pour faire ma première route du Rhum. Et donc j'ai fait comme ça plusieurs routes du Rhum. La route du Rhum, c'est tous les 4 ans, donc jusqu'à cette fameuse route du Rhum 2022 qui aurait pu coûter très cher en effet. Comment vous avez vécu, quelles sont les circonstances dans lesquelles vous vivez ce naufrage, Laurent ? Je m'appelle Fabrice, excusez-moi Olivier. Excusez-moi, je vous appelle Laurent depuis tout à l'heure, Fabrice, excusez-moi. Ouais, j'ai pas osé la première fois. Il faut oser parce que c'est ma grande spécialité, ça. Vous savez, c'est comme j'ai plein d'écrans devant moi avec plein de choses, je finis par m'embrouiller. Je suis vraiment désolé. Je comprends tout à fait. Excusez-moi, alors, Fabrice. Je vous en prie. Donc j'ai fait cette course, cette route du Rhum sur un IMOCA, donc c'est les bateaux du Vendée Globe, des bateaux de 18 mètres, des magnifiques monocoques de course. Et bon, je vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais sur ces monocoques qui sont des bateaux qui penchent, qui gîtent, on a des grands réservoirs d'eau qui s'appellent des ballasts, qui font contrepoids quand le bateau gîte. Et en fait, j'ai un ballast qui a explosé sur des vagues parce que la mer était très formée ce jour-là. Et donc, j'ai eu 1500 litres d'eau qui se sont retrouvés dans le bateau. Et sur ces 1500 litres d'eau, il y a une 50aine de litres qui sont rentrés dans le compartiment étanche des batteries. Les batteries qui sont au lithium et qui ne font pas du tout bon ménage avec l'eau. L'eau a éclaboussé les batteries et donc ces batteries ont pris feu. Un feu de batterie, c'est quelque chose de dramatique. L'extincteur n'a rien pu faire et donc j'ai eu une explosion puis un incendie. Et donc nos bateaux sont en carbone et donc mon bateau a brûlé très 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 vite. En quelques instants, je me suis retrouvé au milieu des flammes et j'ai dû quitter le bateau. Donc c'était quelques jours après le départ de Saint-Malo. J'étais à peu près à 700 km dans l'ouest du Portugal, donc un peu au milieu de nulle part quand même. Oui. Et j'ai eu quelques instants pour couper le radeau de survie qui est à l'arrière du bateau, le jeter à l'arrière du bateau, me jeter à l'eau avec lui pour me mettre en sécurité dans le radeau de survie. Et ensuite, j'ai assisté à l'incendie de mon bateau qui a brûlé intégralement d'une vingtaine de minutes avant de sombrer. Donc ça a été une expérience quand même très 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 forte. Mais oui, parce que vous étiez là complètement seul au monde quand votre bateau brûle. Je suis seul au monde. J'ai pas eu le temps de signaler à la direction de course et à mon équipe à terre que je quitte le bateau. Je leur ai signalé que j'avais un début d'incendie, mais je leur ai pas signalé que je quittais le bateau. Donc je suis vraiment seul au monde et en plus la balise de détresse que je suis censé embarquer avec moi quand je quitte le bateau, là elle était placée à un endroit qui faisait qu'elle n'était pas atteignable avec l'incendie. Donc en fait je suis monté dans ce radeau de survie sans la balise de détresse pour donner ma position. Donc la situation était un peu complexe quand même. Après je rentre pas dans le détail, mais c'est Jacques Chirac qui disait les emmerdes ça vole toujours en escadrille. Et ce jour-là j'ai eu ma part d'ennui. Tout s'est un peu retourné contre moi. Tout contre vous, oui. Le radeau de survie qui est en plastique, qui est un bateau pneumatique, qui était poussé par les vagues contre le bateau qui était en flammes. Enfin bon, ça a été vraiment une situation très complexe.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même eu le temps de signaler que j'avais un incendie à bord, et donc mon équipe a prévenu la direction de course de la route du Rhum, qui a prévenu les secours portugais. Oui. Et bien que je n'ai pas déclenché la balise de détresse, parce que normalement c'est une condition sine qua non pour déclencher les secours, ils ont ce qu'ils appellent au titre de la bonne foi déclenché des secours. Donc ils ont mis en stand-by une brigade aéroportée prête à décoller du Portugal pour survoler la zone et essayer de me retrouver. Et ils ont dérouté 3 cargos. Et en fait, j'ai un des cargos qui m'a retrouvé. Donc un équipage dirigé par un capitaine britannique qui a fait une manœuvre exceptionnelle, oui, et qui a réussi à me secourir. Mais bon, ça a été compliqué parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il n'avait pas ma position. Et en fait, moi, j'avais une VHF, donc une radio à bord, et donc je lançais des appels de détresse, hein, Mayday, 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 le fameux Mayday. Oui. Et j'ai pu être capté par cet équipage, qui était l'un des 3 bateaux qui me recherchaient. Et comme ils n'avaient pas ma position, j'ai dû les diriger en fait pour venir jusqu'à moi. Et en fait, il y avait une bonne visibilité ce jour-là. Et ils étaient à une dizaine de kilomètres. Mais vous voyez, ces bateaux, quand on est sur l'eau, on n'imagine pas, mais ce sont des villes. Hein. Ça fait 250 mètres de long, 8 étages de haut. C'était un énorme porte-conteneur. Et donc j'ai réussi à le guider en lui disant je suis dans votre sud, à une dizaine de kilomètres, je suis à 5 kilomètres légèrement sur votre tribord, etc., etc. Tout ça pendant un long moment. Et ils ont pu venir jusqu'à moi. Et quand ils sont arrivés à moi, j'ai pu déclencher un feu à main, une fusée de détresse, comme dans les stades de foot quand on marque un but. Oui. Et donc ils ont pu me localiser pour la première fois depuis le début de cette séquence difficile. Cette séquence a duré combien de temps, Fabrice ? Alors je suis resté 4 heures dans le radeau de survie. Et après le sauvetage en lui-même, c'est difficile de vous dire. Ça a été peut-être une 40aine de minutes quand ils sont arrivés sur la zone. Qu'est-ce qui passe par la tête pendant 4 heures comme ça quand on est tout seul? On sait, on est à peu près sûr qu'on va être secouru, ou qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se compliquer en fait? Rien n'est sûr, mais ça va reboucler aussi avec ce que vous disiez en début d'émission, la question que vous m'avez posée sur justement la menace que peut constituer l'océan. En fait, j'ai quitté un bateau en flammes. C'était d'une violence absolue, hein. J'étais au milieu des flammes, ma combinaison de survie sentait le brûler après le naufrage, vous voyez, donc j'étais vraiment au milieu des flammes. Et en fait, quand je me suis retrouvé sur mon petit radeau de survie, donc un radeau de survie, il faut imaginer une petite piscine pour enfants surmontée d'une tente quechua, c'est à peu près ce genre de cadre. Ce jour-là, il y avait pas mal de vent, il y avait 4 mètres de vagues, donc c'était des conditions assez engagées, et pourtant je me suis senti vraiment en sécurité dans mon petit radeau de survie, au ras de l'eau, en symbiose avec l'océan, à attendre les secours. Et c'est une telle énergie aussi pour se sortir d'une telle situation qu'on pense pas du tout à la mort. J'ai pas eu peur un seul instant, j'ai pas du tout pensé à la mort. Je suis resté très calme. Je pense que là, il y a un peu l'expérience, et puis il y a une sorte de seconde nature qui se met en place. Hein, on devient un peu un animal. Et donc je suis resté très calme, très concentré, à séquencer tout ce que j'avais à faire pour prendre les bonnes décisions, faire les gestes qu'il fallait pour me sauver. Et ensuite, quand j'étais dans le radeau de survie, j'avais qu'une seule obsession, c'est qu'en fait, on était à peu près à la mi-journée. Et moi, j'ai 3 filles, qui ont aujourd'hui 16, 14 et 11, donc il y avait 2 ans de moins à l'époque. Et j'avais qu'une seule obsession, c'est que je me disais, elles vont sortir de l'école à 16h30. Il faut absolument que je sois sauvé avant 16h30, parce que quand elles vont sortir de l'école, si leur maman leur dit il s'est passé quelque chose de grave, mais votre père est en sécurité, c'est pas du tout la même chose que si elle leur dit on est sans nouvelles de votre papa. Et donc en fait, j'ai passé 4 heures à envoyer des appels Mayday. Oui. Mais aussi à regarder leur passé en me disant j'espère vraiment que je vais être sauvé avant 16h30. Et la vie a bien fait les choses parce que je suis monté sur le cargo à 15h30. Ah oui, d'accord, carrément. 15h30, voilà. D'accord. Votre femme a été mise au courant au final que vous étiez en train de faire naufrage, ou finalement personne n'a eu le temps de réaliser? Ah si, elle a été mise au courant tout de suite, hein. Et donc ça a été assez dur pour elle, puisqu'en fait il y avait une boucle, hein, en fait WhatsApp, hein, avec mon équipe, les secours, etc. Et elle a été mise dans la boucle pour suivre un petit peu quasiment en temps réel tout ce qui se passait. Donc elle, pour le coup, elle n'a pas été épargnée, elle a vraiment vécu le stress de dire on est sans nouvelles. Ensuite un cargo est envoyé, 3 cargos sont envoyés, un cargo a eu Fabrice par VHF. Et puis ensuite la bonne nouvelle qui l'a libéré de tout ça à 15h30. Mais c'est vrai que ça a été un moment difficile. Voir ce bateau, parce que ce bateau c'était tout de même le résultat de toute
toute une quête, toute une énergie dépensée à pouvoir exaucer vos rêves, une tranche de vie, comme vous le dites vous-même, le voir comme ça, brûler, ça a dû être un moment particulier pour vous. Ouais, c'est épouvantable. J'étais dans un état de sidération dans un premier temps. J'arrivais pas à croire ce que je voyais parce que c'est quand même très très violent. Hein. En plus, ces bateaux-là, ils sont en carbone, il y a que des résines, donc ça brûle vraiment. C'est un feu de paille, quoi. Ça brûle vraiment très 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 vite et très très fort. Il y avait des flammes qui montaient jusqu'à 2/3 du mât, donc à une vingtaine de mètres de hauteur. Et donc j'étais vraiment dans un état de sidération. Et je pense que c'est après que j'ai été vraiment triste d'avoir perdu ce bateau. Une fois revenu à terre, en fait, j'ai été très triste d'avoir perdu ce bateau. Ce bateau, c'était une tranche de vie. J'avais mis énormément d'énergie pour l'acheter. J'avais une équipe formidable qui avait beaucoup travaillé dessus. Et donc oui, ça a été un moment difficile, mais plus après. Sur le coup, quand même, je pensais plus à moi. Et c'était tellement violent en fait cet incendie. Je me sentais tellement bien sur mon radeau qu'en fait je l'ai vu disparaître plutôt dans une forme de sidération. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'échanger dans les yeux de lui justement avec Frédéric qui avait fait naufrage. Alors il devait remonter un bateau de Riron jusqu'à La Rochelle. Avec un capitaine qui n'avait pas vérifié la météo et 4 heures après avoir quitté Riron, ils se sont retrouvés en pleine tempête avec un bateau pas entretenu. Le propriétaire était belge et finalement on leur avait menti sur les vivres de secours qui étaient périmés, sur tout un tas de choses. Ils sont restés quelque chose comme 10 jours en mer sur ce canot de sauvetage que vous décrivez. Et je me rappelle qu'il me parlait de la même chose, d'un canot de sauvetage grand comme une tente Quechua, c'est ça que vous disiez? Quechua, ouais. On va pas faire de pub pour Quechua, non, mais bon, une idée, tout le monde connaît. Oui, c'est un classique, ces tentes. Ouais. Mais petite piscine, comme une petite piscine pour enfants, surmontée d'une tente Quechua orange, pour être vue, en fait, pour être vue de loin, à la surface de l'eau. Et c'est vrai qu'on est dans c'est précaire, hein, c'est précaire. Moi, les vagues déferlaient, parce qu'il y avait beaucoup de vagues ce jour-là, donc les vagues déferlaient et remplissaient le bateau. Le radeau, je devais écoper régulièrement. Et en même temps, je me sentais bien. J'attendais, puis les secours sont arrivés. Il y avait des vagues, donc vous avez été obligé d'écoper beaucoup. Il y avait beaucoup d'eau dans votre radeau. Il y avait pas mal de vagues. Non, il n'y avait pas beaucoup d'eau, mais suffisamment pour que assez régulièrement je sois obligé de décoper. Alors c'est pareil, il n'y avait pas d'écope dans le radeau, donc alors que normalement il y en a une. Et donc j'ai dû fouiller dans le radeau, trouver un petit Tupperware dans lequel il y avait des piles pour la VHF, pour la radio. Et donc j'ai écopé avec. Donc c'était la précarité. Hein. J'ai dû écoper avec un petit Tupperware pour pas que mon radeau se remplisse. Ça a duré donc 4 heures. Vous avez été secouru par ce gros bateau. Monter sur ce bateau-là, en plus, c'est une épreuve aussi. Ça doit pas être évident, non? Ouais, c'est une sacrée épreuve parce que donc ces bateaux font 8 étages de haut. Pour le coup, on a des formations, nous, pour aller sur le radeau de survie, etc. Mais par contre, on n'a pas vraiment de formation pour aller sur le cargo, puisqu'en fait, suivant le cargo en question, il peut y avoir différents types de procédures pour monter à bord. Ça peut être une échelle de corde mise le long de la coque. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu droit à l'échelle de corde, j'ai eu une sorte d'escalier un peu mou, mais d'escalier le long de la coque. Oui. Et donc le bateau en fait a réussi à s'arrêter à mon vent, donc le vent ensuite l'a poussé vers moi. Ce grand cargo, c'était une montagne, hein, c'est un immeuble de 8 étages qui se rapproche de moi. Oui. Et après, j'ai réussi à attraper un cordage qu'on me lançait, à me rapprocher de l'escalier. Donc là, il faut imaginer le cargo, il y a des vagues, donc il bouge, et donc il bouge d'un côté à l'autre. Et il tangue. Et du coup, mon radeau de survie, il est un coup 2-3 mètres au-dessus de l'escalier, un coup 2-3 mètres en dessous de l'escalier. Je fais vraiment le bouchon. Et voilà, et à un moment, je l'ai senti, et j'ai sauté, et je me suis retrouvé sur l'escalier face à un homme d'équipage avec son casque, son gilet, et qui m'a pris dans ses bras et qui m'a vite remonté par l'escalier à bord du cargo pour être en sécurité. Là, à partir de ce moment-là, vous saviez que vous étiez enfin sauvé. Votre entourage a été surpris par votre sang-froid. Comment a-t-il réagi ?
Oui, je pense que tout le monde a été surpris par mon sang-froid, par aussi le récit que j'ai réussi à faire. En fait, dès que je suis monté à bord, j'ai réussi à écrire quelques lignes pour raconter ce qui s'était passé, et c'était très précis. J'étais vraiment totalement maître en fait de vos émotions, mon cerveau, de mes émotions. C'est comme si finalement le cerveau s'était débranché, ou en tout cas avait débranché les émotions. Et donc j'ai été très très concentré sur ma survie, et quand je suis monté à bord, ça a mis quelques temps à redescendre en fait. J'étais vraiment, je pense que c'est l'adrénaline. J'étais sous adrénaline, et donc tout le monde a été surpris, et puis tout le monde a salué aussi la performance de se sortir d'une telle situation. Avec calme, et puis voilà, au final c'est vrai que ça s'est bien passé. Lorsque l'on vit une épreuve comme celle-ci, que l'on passe finalement à côté de ce qui peut être un véritable cauchemar, et qui peut très mal finir, on a vu des marins disparaître à jamais, engloutis par l'océan. Comment regarde-t-on la mer, même si je sais que je reprends les mots de François Gabard qui parlait d'une attirance incontournable, enfin irrationnelle presque, un appel de l'océan, et vers lequel vous, marins, vous avez du mal à résister. C'est toujours pareil aujourd'hui pour vous, ou ça a changé quelque chose ? Alors c'est vrai que moi, cet appel mystique du large, cet appel mystique de l'océan, j'ai toujours ressenti. J'ai toujours senti comme une force d'aimantation qui me poussait à partir en mer, pour vivre des aventures, pour repousser mes limites, aller voir finalement ce qui se cache derrière la ligne d'horizon. Ce naufrage, il a pas changé fondamentalement les choses. C'est-à-dire que j'ai toujours envie de partir sur l'eau. J'ai eu l'occasion de retraverser quand même 4 fois l'Atlantique depuis ce naufrage, et je suis toujours très heureux sur mon bateau. Au début, ça n'a pas été si simple que ça, quand même. Il y avait un peu d'appréhension à repartir en mer. Oui. Mais ce naufrage, il a pas cassé cet amour que j'ai pour l'océan. Par contre, il a peut-être cassé une certaine forme de candeur. C'est-à-dire que maintenant, je fais plus attention. Je suis moins finalement dans un espèce d'élan romantique comme je pouvais l'être avant. Maintenant, je sais que je vais faire plus attention. Je vais prendre le départ du Vendée Globe, le tour du monde, le 10 novembre prochain. Et je sais que je vais faire beaucoup plus attention à énormément de choses sur le bateau. C'est clair. Et comment votre entourage appréhende-t-il le fait que vous repreniez la mer bientôt pour entamer ce Vendée Globe qui est quand même une course périlleuse, qui peut être périlleuse? Quand je suis rentré à la maison après le naufrage, j'ai demandé l'autorisation à ma femme et à mes enfants de repartir. Oui. Mes filles m'ont dit oui, et ma femme m'a dit ok, si tu me promets que tu me refais pas le coup du radeau de survie. Donc je lui ai promis que je ne referai jamais le coup du radeau de survie. Statistiquement, c'est rare de faire un naufrage 2 fois, donc c'est peu probable que je l'ai monté ce jour-là. Donc après, je pense que bien sûr maintenant il va y avoir un peu plus d'appréhension de leur côté, quand elles vont suivre la course sur Internet, quand elles vont regarder la cartographie, voir par exemple qu'une tempête arrive sur la zone où je navigue. Il y aura obligatoirement un petit peu plus d'appréhension. Tout le monde est finalement sorti un petit peu d'une forme de candeur. Avant, c'était formidable, je faisais de la voile, les enfants suivaient, je revenais à la maison. Là, je pense que quand on va se dire au revoir début novembre, il y aura plus d'émotions que d'habitude, c'est sûr. Merci Fabrice, on pensera à vous en novembre, ce départ de Vendée Globe, et on vous souhaite bien évidemment bonne chance, mais surtout de vivre à fond cette belle et grande course et cet exploit, parce que je trouve, franchement, j'ai un respect profond pour vous, marins qui partez comme ça en solitaire à affronter cet élément. Je sais que ce respect est partagé par bien des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent ce soir. En tout cas, on vous souhaite bon courage et à très bientôt, Fabrice. Un grand merci et à bientôt avec plaisir. Au revoir. Olivier.